C'est une saga jalonnée de grands défis, d'initiatives pionnières audacieuses et de prouesses techniques. Faite d'envolées vertigineuses, mais aussi d'échecs cuisants. C'est l'histoire d'une compagnie aérienne qui n'existe plus, mais dont la légende est toujours bien vivante. Les Beatles prenaient nos avions, tous les grands de ce monde. Et j'y étais. Travailler pour la Pan Am était et demeure une fierté. Ça nous ouvrait énormément de portes. C'était magique de voyager dans le monde entier. Pendant 6 décennies, les avions de la Pan Am ont été les ambassadeurs planétaires de l'American Way of Life. C'était passionnant de travailler pour la Pan Am. On faisait partie d'une aventure formidable. La Pan Am a été la compagnie aérienne la plus célèbre de son temps. Elle s'est envolée très haut avant de chuter gravement. Port Washington, petite localité de l'État de New York sur Long Island. Ce jour-là, devant un parterre de journalistes, c'est une grande idée qui se concrétise. Le premier vol avec passagers au-dessus de l'Atlantique, opéré par la Pan American Airways. Le fondateur et président de la compagnie, Juan Trippe, est un rêveur. Mais cet homme dur en affaires a surtout le goût du risque. À mes yeux, c'était avant tout un joueur. Il misait gros sur chaque nouveau projet. L'imposant appareil décolle sans encombre à l'heure prévue. Juan Trippe se trouve déjà en Europe. Mais son épouse, Betty, est à bord. Son émotion est grande. Le nez de l'énorme appareil s'est placé face au vent. Nous avons entendu rugir les 4 moteurs de 1500 chevaux, puis nous étions en route pour l'Europe. J'ai compté 49 secondes jusqu'à ce que les dernières traces d'écume disparaissent de la coque. Dès lors, la Pan Am va marquer son époque. Et même en venir à incarner l'Amérique. Au dernier étage d'un grand immeuble berlinois, cette aura mythique perdure jusqu'à aujourd'hui. Le Pan Am Lounge, construit en 1966, est à présent un espace dédié à l'événementiel haut de gamme, où se croisent des personnalités du showbiz, du monde économique et de la politique. Sans oublier les anciens de la Pan Am. Nous sommes en contact avec le réseau des ex-pilotes et hôtesses de la Pan Am. Chaque année, ils organisent plusieurs réunions mondiales auxquelles ils se rendent en avion tous ensemble. Leurs conversations tournent autour de la Pan Am, car 30 ans après la disparition de la compagnie, il reste toutes sortes de sujets à aborder. Par exemple, quels gants porter à bord dans l'hémisphère nord entre la Saint-Patrick et la fête du travail. Hôtesse de l'air, commandant et commissaire de bord, tous apprécient de replonger pour quelques heures dans l'atmosphère Pan Am. Ça les ramène à leur jeunesse. On voit une petite étincelle s'allumer dans leur regard. On a l'impression qu'ils se mettent à flotter dans la pièce. Pour une compagnie officiellement dissoute depuis longtemps, elle semble étonnamment vivante. Pan Am is the airline to the world. It flies to more than 120 different places on 6 continents. It even sends 2 flights, one in each direction, around the world every day. Pan Am offers you a world of services for every kind of travel. Business or pleasure, by yourself or with your family. And when you get there, Pan Am is there.
L'histoire de la Paname commence au temps des pionniers du transport aérien, sur l'île de Key West, le point le plus méridional des États-Unis. En 1927, un minuscule hydravion décolle du petit port. Comme d'autres, Juan Trippe s'est lancé quelques années plus tôt dans le secteur de l'aéropostale. Avec la compagnie aérienne qu'il vient de créer, il veut obtenir l'exploitation de la liaison vers Cuba, un trajet modeste. L'avion est prêté, mais c'est officiellement le premier vol de la Pan American Airways. La compagnie décroche le contrat tant convoité. À hauteur de 2 $ le mile, de quoi financer l'achat de plus gros avions. Pour espérer faire tourner une compagnie aérienne, il fallait signer un contrat aéropostal avec le gouvernement fédéral. Il y avait eu de nombreuses tentatives avortées à cause des coûts d'exploitation exorbitants. Pendant ses études, Juan Trippe a noué de nombreuses amitiés. Parmi ses camarades de Yale, l'université d'élite, beaucoup viennent de milieux aisés. Et ils sont nombreux à s'enthousiasmer pour l'aéronautique. Juan Trippe fait évidemment partie de l'aéroclub de Yale. Mais pour lui, c'est bien plus qu'un hobby. Courtier en bourse, il est convaincu que le transport aérien est un secteur d'avenir. Et grâce à ses anciens camarades de Yale, il réunit le capital nécessaire pour lancer la Paname. En 1925, il rencontre Betty Stettinius, également issue d'une famille aisée. Entre eux, c'est le coup de foudre. Il était calme, mais dynamique. Et il avait toujours des choses passionnantes et intelligentes à raconter. Le tout avec une lueur dans les yeux et un grand sens de l'humour. Elle l'aidait, le soutenait et le conseillait. Il l'écoutait attentivement et suivait souvent son avis. Un couple idéal, en somme. Elle avait la mémoire des noms et se souvenait de détails dans les conversations. Elle comprenait sa façon de penser à lui, alors elle le conseillait et l'aidait à mener sa barque dans des eaux souvent tumultueuses. Leur voyage de noces en Europe est presque un voyage d'affaires. Le couple visite des aéroports et rencontre des partenaires commerciaux. Juan Trippe est plutôt d'un naturel taiseux, mais il sait se montrer charmant quand son entreprise est en jeu, même s'il n'abat jamais toutes ses cartes. Dans les années 1920, l'aviation passionne le grand public. Lorsque Charles Lindbergh atterrit à Paris après 33h30 de vol en solitaire au-dessus de l'Atlantique, la liesse est mondiale. Un battage médiatique sans précédent se crée autour du pilote. Lindbergh était le héros de l'aviation par excellence, et tout le monde voulait profiter de sa popularité. Mais il n'associait son nom qu'à des marques qu'il connaissait et qui étaient conformes à ses valeurs. Juan Trippe le convainc de devenir son conseiller. L'alliance parfaite de l'expertise et des relations publiques. Accompagnés de leurs épouses respectives, les deux hommes partent pour un grand vol de reconnaissance dans les Caraïbes. La Havane, Saint-Domingue, Mexico, la renommée de Lindbergh leur vaut partout un accueil triomphal. Les négociations avec les gouvernements locaux pour obtenir des droits d'atterrissage se déroulent sans accroc. Désireux d'affirmer sa présence dans la zone d'influence des États-Unis, le gouvernement américain leur octroie l'exploitation de toutes les liaisons postales aériennes. L'Allemagne et la France avaient des intérêts en Amérique latine. Or, les États-Unis considéraient cette région comme leur chasse gardée.
Ils avaient tout intérêt à y renforcer leur position, et donc à soutenir la Paname. Miami, la porte des Caraïbes, devient un site stratégique pour la Paname. La ville attire de riches vacanciers. Dans les années 1930, des billets Paname pour les Caraïbes sont proposés aux voyageurs dans les trains qui longent la côte Est jusqu'à la Floride. Dans le sud de la ville, Juan Trippe fait construire un somptueux terminal au bord de l'eau. Ce joyau art déco est aujourd'hui l'hôtel de ville de Miami. Mais à l'époque, ce bâtiment hyper moderne est une attraction touristique. Tout le monde veut monter sur sa terrasse pour admirer les hydravions à coque. Longtemps, ces appareils resteront le seul moyen de parcourir en toute sécurité de longues distances au-dessus des eaux. Sur ces images de 1931, aux côtés de Juan Trippe, l'épouse du président américain Lou Henry Hoover, venu baptiser le premier exemplaire d'un nouveau modèle d'hydravion. Les premières dames au service de la Paname. Un coup marketing qui va devenir une tradition. Juan Trippe exige des constructeurs des appareils toujours plus grands. Il se montre aussi très sûr de lui face au gouvernement. Il voyait la Paname comme une compagnie nationale et il savait faire jouer ses relations. Son beau-frère, Ed Stettinius, était le secrétaire d'État de Roosevelt. Juan Trippe se rend régulièrement à Washington à bord de son avion privé. Il a compris que la proximité du pouvoir était la clé pour conquérir de nouveaux marchés. L'entourage du président Hoover estime qu'il ne devrait y avoir qu'une seule compagnie aérienne américaine affectée aux vols internationaux. Juan Trippe veut évidemment mettre la main sur ce monopole. La Paname ne cesse d'étendre son réseau de lignes. Après les Caraïbes, viennent l'Amérique centrale, puis l'Amérique du Sud. En 3 ans, Juan Trippe a mis sur pied la plus grande compagnie aérienne internationale. Son secret, organisation et standardisation. Quelle que soit la destination à rallier, le transport aérien se doit d'être un service fiable. Chaque jour, des centaines de bateaux passent devant la Statue de la Liberté. Ce sont des géants des mers qui assurent la traversée entre les États-Unis et l'Europe, une liaison particulièrement lucrative. La Pan American Airlines s'installe au cœur de Manhattan, dans le Chrysler Building, à l'époque le 2e immeuble le plus haut de la planète. Juan Trippe aime se faire photographier à côté d'un globe terrestre. Son projet à présent, franchir l'Atlantique. Les vols transatlantiques avec passagers faisaient rêver tout le monde, pratiquement depuis l'invention de l'aviation. Avec cette nouvelle technologie, on allait pouvoir rapprocher l'Amérique du Nord et l'Europe, voler d'une grande ville à l'autre en un peu plus de 33 heures. Pour cette épopée, Juan Trippe fait construire des hydravions encore plus grands et plus puissants. Il cherche des escales possibles, Terre-Neuve et les Açores. Il fait encore développer un système de radionavigation, indispensable au-dessus de l'océan. Enfin, il négocie des droits d'atterrissage avec les Britanniques et les Français. Mais ces derniers exigent la réciprocité, et les discussions finissent par s'enliser. Alors, Juan Trippe change son fusil d'épaule. Si ce n'est pas l'Atlantique, ce sera le Pacifique.
En 1935, la traversée du Pacifique semblait une idée irréaliste et complètement fantaisiste. Mais personne ne lui disait jamais non. Il n'acceptait pas la contradiction. Si ce n'était pas faisable, il ne voulait pas l'entendre. Il a pris cette décision avant même de savoir combien d'îles se trouvaient dans le Pacifique. Il était possible de gagner Hawaï, mais ensuite... Il est allé étudier de vieilles cartes dans une bibliothèque pour localiser ces petits points sur la carte. Il a repéré l'île de Wake et celle de Midway, un peu plus connue. Ces minuscules îles perdues dans le Pacifique sont pour ainsi dire inhabitées. Mais elles sont sous souveraineté américaine. Il a fallu tout acheminer et creuser un canal à l'explosif pour accéder à l'île à travers les récifs. Ils ont dû louer un bateau et transporter tout ce qu'il fallait pour construire des structures sur place. Il fallait offrir aux passagers une escale tout confort. En très peu de temps, des hôtels et des stations-service pour avions voient le jour sur les deux îles. Mais l'entreprise reste incertaine. Aucun avion n'a jamais parcouru des milliers de kilomètres au-dessus de l'immensité de l'océan avec des passagers. Le vol inaugural San Francisco-Manille fait sensation. Washington a accordé à Juan Trippe l'exploitation de la liaison postale sur cet itinéraire. Le Pacifique revêt une importance stratégique pour les États-Unis, désireux de contrer l'influence japonaise. La première étape est la plus longue, près de 4000 km au-dessus de l'eau. Juan Trippe en personne se trouve à bord. Son épouse a pris les devants par bateau et l'attend à Hawaï. Les autres passagers sont des proches. Politiciens, amis fortunés, éditeurs, Juan Trippe reste un homme de relations publiques. Après une nuitée à Honolulu, le voyage se poursuit vers les petites îles de Midway, puis de Wake. Le problème pour le pilote, c'est de les trouver. Comment localiser l'île de Wake au milieu de l'océan Pacifique? Il ne suffit pas de calculer le cap et la distance pour atterrir au bon endroit. À 15 km près, on risque de passer à côté. Si l'avion s'abîme en mer, le pilote, le chargement et tous les passagers sombreront avec lui. Trouver l'île de Wake semblait relever du miracle, puisqu'elle ne fait que quelques centaines de mètres de long. J'étais sidérée de découvrir ce minuscule lopin de terre. Après un atterrissage en toute sécurité, l'hydravion rejoint l'embarcadère flambant neuf. Juan Trippe a tout prévu pour ses hôtes. Bien qu'il ne soit officiellement qu'employé de la Paname, il est le grand ordonnateur des opérations. Le soleil tapait fort, mais nous nous sommes installés dans la fraîcheur de la véranda pour nous désaltérer. En fin d'après-midi, une fois la température retombée, nous sommes allés pêcher. L'eau était si claire qu'on voyait à 6 ou 8 mètres de profondeur les poissons nager et tenter de mordre à l'appât. Il reste encore 5000 km à parcourir. Encore une escale et c'est l'arrivée aux Philippines. Au port de Manille, l'accueil est festif.
La foule se presse pour voir l'hydravion au reflet argenté. You are now ready to participate in another Pan American Travel Adventure. La Pan Am se présente comme une compagnie aérienne d'exception qui promet des escapades exotiques et un confort hors pair. Quelques décennies plus tard, elle incarne un monde qui a encore rétréci et dessert plus de 180 destinations sur toute la planète. L'entreprise attire les jeunes femmes qui veulent élargir leurs horizons. Au milieu des années 1960, la jeune munichoise Edeltraud Miller postule pour devenir hôtesse de l'air. À l'entretien d'embauche, on teste ses connaissances linguistiques, mais pas seulement. On m'a demandé de faire quelques pas. J'avais l'impression d'être un mannequin, mais il y avait des raisons à cela. La Pan Am cherchait de jolies jeunes femmes qui savaient s'exprimer et qui avaient de l'allure. Je ne savais pas encore si je faisais partie de cette élite. Edeltraud est embauchée. Travailler pour la Pan Am, c'est goûter un peu à la vie de la haute société. New York, Rio, Tokyo, les villes les plus en vogue font partie du quotidien des hôtesses. Je venais de terminer mes études quand j'ai vu une publicité dans un magazine. Venez voler dans le monde entier. J'ai postulé auprès de plusieurs compagnies aériennes, mais la seule qui comptait à mes yeux, c'était la Pan Am. Et j'ai eu la chance d'être engagée. Ils m'ont envoyée en formation à Honolulu et très vite, je me suis retrouvée à travailler sur des vols au départ de New York. À la fin des années 1930, la bataille pour la traversée de l'Atlantique reprend de plus belle. L'enjeu est de taille. Il faut disposer de la technologie et des points de ravitaillement nécessaires pour prétendre rallier l'Europe depuis New York. Les Allemands testent des navires à catapultes qui approvisionnent les avions en carburant au milieu de l'Atlantique. Reste la question des droits d'atterrissage. Des compagnies britanniques et françaises sont également en lice. Mais c'est la Pan Am qui prend l'avantage. C'est finalement en juin 1939 qu'a lieu le premier vol transatlantique pour passagers de la Pan Am. La compagnie partenaire britannique doit décoller en même temps, mais ses appareils ne sont pas prêts. Tant pis, Juan Trippe en a assez d'attendre. Le Boeing 314, surnommé Clipper, offre un luxe inédit. Il peut accueillir environ 70 passagers qui bénéficient d'une prestation de grand standing, menu à 5 plats compris. Betty Trippe est aux anges. Les fauteuils étaient confortables et l'on dressait des tables de 4 personnes pour le dîner. Les cabines de couchage se trouvaient dans 2 compartiments et il y avait encore une cabine spéciale à l'arrière. Les vestiaires séparés pour les hommes et les femmes étaient suffisamment grands pour que l'on puisse s'y tenir à plusieurs. Cependant, le Clipper doit lui aussi faire le plein en route. L'escale a lieu dans le port de Horta, aux Açores. Le vol se poursuit ensuite jusqu'à Lisbonne. Là, il est possible de prendre une correspondance pour Paris. À 6h15 heure locale, Lisbonne était en vue, soit exactement 24 heures après notre départ de Port Washington. Christophe Colomb n'aurait pas été plus heureux que nous de voir la Terre. Le vol est une réussite, mais il coûte beaucoup plus cher qu'il ne rapporte. Plus généralement, la ligne transatlantique est un gouffre financier. Juan Trippe s'est trompé dans ses prévisions. Ses investisseurs présents au conseil d'administration ont beau être de vieux amis, ils ne lui font plus confiance. Le conseil d'administration l'a mis à la porte et l'a relégué dans un petit bureau au fond d'un couloir. Il restait là, dans son coin, sans parler à personne.
Mais un jour, le conseil d'administration s'est rendu compte que personne ne s'y retrouvait. Personne ne pouvait gérer l'entreprise à part Tripp. Il avait tout dans la tête. Rien n'avait été mis par écrit. C'était lui ou rien. Alors ils lui ont rendu son grand bureau. En privé aussi, Juan Tripp est un homme de peu de mots. Un père aimant, mais parfois impitoyable. Quand il était contrarié, il avait la détestable habitude de se taire. Un de mes frères voulait passer son brevet de pilote, et comme notre père était contre, il s'est muré dans le silence. À la fin, c'était toujours moi, le plus jeune, qu'on envoyait négocier. « Papa, on arrête tout. On est désolé. On ne va pas faire ça. Reviens nous parler. » Le survol de l'Atlantique demeure plein d'impondérables. Les appareils restent souvent bloqués plusieurs jours au niveau des Açores, car la mer est trop agitée pour permettre un décollage. De plus, l'Europe est en guerre depuis septembre 1939. En 1940, la ville de New York inaugure un nouveau terminal pour les clippers de la Paname. La décoration intérieure est grandiose. Une fresque de près de 4 mètres de haut et de plus de 70 mètres de long à la gloire du progrès et de l'innovation célèbre l'apport de la Paname. Mais à la même époque, le vent tourne à Washington. Juan Tripp n'aimait pas la concurrence. Pendant de longues années, l'État l'avait conforté dans l'idée que la Paname devait être la seule compagnie américaine à pouvoir voler vers l'étranger. Mais le président Roosevelt, qui n'avait pas une grande estime pour Juan Tripp, n'était pas de cet avis. Roosevelt voulait ouvrir les lignes internationales à d'autres compagnies aériennes que la Paname. Le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor à Hawaï jette à leur tour les États-Unis dans la guerre. La Paname devient un acteur incontournable. Partout dans le monde, ces aéroports sont transformés en bases militaires. La Paname est la seule compagnie à savoir opérer des vols long courriers au-dessus des océans. Ces navigateurs forment l'US Air Force. Et ce n'est pas tout. Back at their home bases, the Silver Clippers quickly took on dull camouflage to blend with the night in the clouds. Désormais, les Clippers ravitaillent l'armée américaine. À l'initiative du gouvernement, la Paname entreprend de construire de nouveaux aérodromes en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. La compagnie a l'expérience des grands chantiers au milieu de nulle part. La Paname soutenait les forces américaines et alliées partout où elles intervenaient, notamment en construisant des pistes en béton. Ça permettait de faire voler sur de longues distances des avions terrestres, c'est-à-dire des appareils plus performants que les hydravions utilisés avant la guerre. Juan Tripp a l'art de se rendre indispensable. Mais il investit aussi dans l'avenir de la Paname, car ces aérodromes seront un atout une fois le conflit terminé. Il doit toutefois faire une concession. D'autres compagnies peuvent désormais emprunter les couloirs aériens internationaux pour le compte de l'armée. L'après-guerre marque la fin du monopole de la Paname. Ryan Main from Big Easy 121. Takeoff clearance, over. Big Easy 121 from Ryan Main. Climb and cruise at 5,000. You're clear for meeting. À la fin des années 1940, l'aéroport berlinois de Tempelhof est le théâtre d'un gigantesque pont aérien.
Les puissances occidentales approvisionnent ainsi Berlin-Ouest, isolé par les soviétiques. La Panaméricaine est le maillon central de cette chaîne logistique. C'est ainsi qu'elle conquiert le cœur des Berlinois. Le temps des hydravions est révolu. Les appareils sont désormais équipés de cabines pressurisées et peuvent voler bien au-dessus des nuages. Les vols se font moins bruyants et plus confortables. Et les aérodromes construits pendant la guerre assurent à la Paname un réseau précieux, couvrant tous les continents. Après la guerre, la présence de ces pistes en béton a rendu les hydravions obsolètes du jour au lendemain. Ça a également donné une longueur d'avance aux compagnies aériennes américaines. Infatigable, Juan Trippe voyage aux quatre coins de la planète. Son credo, toujours plus de passagers et de destinations. Dès 1949, il est possible de faire le tour du monde avec la Paname. Un journaliste d'une radio publique allemande est invité à en faire l'expérience en 10 jours. Son émission de 3 heures, Entretien avec une étoile, prend la forme d'un carnet de voyage poétique, tout à la gloire de la Paname. Seit Mittwoch, den 7. März, 11:44 Uhr, bin ich unterwegs. Jetzt fängt die Welt an. Von welcher Welt ist hier eigentlich immer die Rede? 25. Mit Anschluss nach Kairo, Mekka und Bagdad. An Kalkutta, Donnerstag, 20:15 Uhr. Anschluss nach Colombo und Mandalay. An Hongkong, Freitag, 11:10 Uhr. Anschluss nach Manila, Singapur, Australien und Hawaii. Aha. Das ist die Welt. Nein, das ist nur der Fahrplan in der linken Rocktasche unseres Reisenden. Nur eine ihrer Ansichten. L'avion est désormais auréolé d'un certain romantisme, y compris pour le petit John Lutich de New York. Je me souviens encore des sensations qu'on avait à bord d'un quadrimoteur à hélice lors de mon premier voyage en Europe. Ça vibrait constamment. Et comme on volait de nuit, on voyait des flammes bleues sortir des moteurs jusqu'à l'aube. Au début des années 1950, les Britanniques mettent en service le premier avion de transport civil à réaction. Victime d'une série d'accidents, l'appareil est rapidement retiré du marché. Mais Juan Trippe a compris que le jet était un avion d'avenir. Comme souvent, il impose aux constructeurs des exigences déraisonnables. Il est allé voir Douglas, qui produisait un avion à réaction avec 2 ou 3 heures d'autonomie. Il est allé voir Boeing, qui avait simplement quelques projets pour l'armée dans les tuyaux. Et il a commencé à négocier avec les deux en parallèle, sans jamais révéler à l'un ce que faisait l'autre. En 1958, petite révolution. Avec la mise en service du Boeing 707, la Paname propose désormais New York-Londres en 8 heures sans escale. Betty et Juan Trippe continuent de voyager ensemble. Les tournées d'inspection, les réceptions et les négociations les emmènent jusqu'à Moscou. Notre pilote a reçu l'ordre de la tour de contrôle de Moscou d'emprunter un itinéraire spécial pour gagner l'aéroport. Nous devions éviter de survoler une certaine zone interdite. Il y avait peu de circulation dans les rues. Notre chauffeur parlait à peine anglais. Quand on lui posait une question personnelle, il s'empressait de poser l'index sur ses lèvres. Nous étions logés à l'hôtel Métropole. Juan était convaincu que nous étions sur écoute, de sorte que nous ne parlions qu'en chuchotant ou par geste.
Juan Tripp connaît l'univers des services de renseignement et ne se fait jamais prier pour aider la CIA, ne serait-ce que pour entretenir ses bonnes relations avec Washington. Certains collaborateurs de la Panam sont d'ailleurs des agents secrets. La CIA a ainsi accès à tous les vols de la compagnie, aux terminaux et aux bagages des passagers. Quant au bureau de la Panam à l'étranger, ils servent souvent de représentation américaine officieuse. En pleine guerre froide, Berlin-Ouest est toujours isolé. Seules les compagnies aériennes occidentales sont autorisées à atterrir à Tempelhof. La Pan American Airways a ouvert une filiale en Allemagne. Les vols vers Berlin sont subventionnés. L'Occident tient à affirmer sa présence. La compagnie s'installe dans un grand immeuble tout neuf en plein cœur de la ville. Il comporte une agence commerciale, des appartements pour les employés et un salon destiné aux invités VIP et aux équipages. Aujourd'hui, ce bar feutré continue de mettre en scène l'âge d'or de la Panam. La tenue des hôtesses reproduit à l'identique l'uniforme de la Panam, millésime 1964. Il n'existe plus d'uniforme d'époque. Ce sont de précieuses reliques dont les anciennes hôtesses ne veulent pas se séparer, sauf pour les léguer à leurs filles ou à leurs petites filles. C'est une couturière qui confectionne ces costumes sur mesure pour nos hôtesses. Ici, on incarne la Pan American Airways d'autrefois. Dès qu'on enfile cet uniforme, on est transporté dans les années 1960 et on se met automatiquement à marcher, à se tenir et à parler comme à l'époque. C'est comme une seconde peau. Les publicités présentent les hôtesses Panam comme des déesses de l'air. Mais derrière la jolie façade, le métier requiert une discipline et un travail constant. C'était un peu comme le service militaire, du moins je l'imagine. Les hôtesses devaient à tout prix mettre en avant leur meilleur profil et correspondre à la vitrine voulue par la Panam. Ce sont ces jeunes femmes anonymes qui incarnent la marque. Il fallait se conformer à certains canons esthétiques. Dans les années 1960, la tendance était au glamour et tout était dans l'apparence. Le marketing mettait beaucoup l'accent sur l'image de l'hôtesse de l'air. Le grand public en redemande et Hollywood surfe sur la vague. De Courrier de Chine avec Humphrey Bogart à la série sobrement intitulée Panam, en passant par Arrête-moi si tu peux, cette image de charme sophistiquée fait vendre. Mais elle ne laisse aucune place à l'individualité. La couleur du rouge à lèvres, par exemple, était imposée. À l'époque, c'était Persian Melon. La teinte du vernis à ongles était imposée. Et le fard à paupières devait être bleu ciel, comme l'uniforme. On était des copies conformes. Impossible de déroger au bleu ciel emblématique de la Panam, mais une touche de fantaisie lui est adjointe au début des années 1970. C'est la cape imperméable qui accompagnait le nouvel uniforme, en bleu Superjet et doré Galaxy, avec un chapeau melon. Les Panam Girls doivent être minces. Dans les années 1960, elles sont même tenues de porter une gaine. Edeltraud Miller se plie volontiers à ces exigences. Au début de ma formation d'hôtesse, on m'a remis un document qui indiquait mon poids de l'époque et la limite à laquelle j'avais droit. C'était très strict. Si je prenais trop d'embonpoint, l'entreprise se réservait le droit de suspendre mon salaire. Et je ne pouvais plus voler avant d'avoir retrouvé un poids acceptable. Oh, good afternoon. What's your name? Elaine Bourne. À bord des avions de la Panam, on flirte bien sûr. Thank you. You're welcome. On ne se faisait pas ouvertement draguer. C'était plutôt de l'ordre de l'invitation sympathique. Le passager manifestait son intérêt et on y répondait ou non.
Généralement, il laissait sa carte de visite. Si elle ne portait qu'un numéro professionnel, on savait à quoi s'attendre. Ces amourettes sont parfois source de complications. Au Costa Rica ou au Salvador, il y avait des admirateurs qui guettaient l'arrivée des Panam Girls dans les halls d'hôtel. Au Panama, c'étaient des fils de riches familles. Je me souviens que l'un d'eux sortait avec 2 hôtesses en même temps. Un jour, alors qu'il attendait impatiemment l'arrivée de la première par un vol, il s'est avéré que l'autre avait pris le même avion à la dernière minute. Évidemment, ça s'est mal passé. À New York, la Pan Am s'offre un nouveau quartier général, juste derrière Grand Central Station. Les années 1960 sont une période faste pour la compagnie, qui dispose d'1 milliard de dollars sur son compte en banque. Son nom s'étale ostensiblement sur la façade de la 42e rue. Juan Trippe règne en maître sur le transport aérien. President of Pan American World Airways said, "Our noblest structures, unlike the pyramids, are created not to preserve the dead, but to serve the living, and to speak for the imagination, the vitality and strength of a free people." Voilà 35 ans que Juan Trippe est l'homme fort de la Pan Am. Puissant et obstiné, il tient même tête au président. Airliner of the future. This is a model of a supersonic jet which Britain and France hope will dominate transatlantic travel. Flying at twice the speed of sound. Trippe projette de commander un Concorde aux Européens, aux grandes dames du président Kennedy, car les États-Unis développent eux-mêmes un modèle d'avion supersonique. I don't know why he did it. He's so indifferent to what the United States government is doing. I think Doug, you ought to call him up and stick it right up his ass. I want him to eat that today because otherwise we can't possibly go ahead. Le projet américain, trop onéreux, ne verra pas le jour. Quant au Concorde, il coûte trop cher pour la Pan Am. À présent, Juan Trippe rêve d'un gros porteur. L'avenir de la Pan Am passe à ses yeux par une croissance infinie, avec des avions toujours plus grands, accueillant toujours plus de passagers. C'est la naissance du Boeing 747, surnommé Jumbo Jet. Juan Trippe entretient une amitié de longue date avec le PDG de Boeing. L'anecdote est célèbre. Bill Allen, le patron de Boeing, a dit à papa « Si tu l'achètes, je le construis. » Et papa lui a répondu « Si tu le construis, je l'achète. » C'est grâce à leur lien d'amitié et de confiance qu'ils ont réussi à réaliser ce projet extraordinaire. Sans eux, cet avion n'aurait jamais vu le jour. Le monde entier attend avec impatience le nouvel avion géant de la Pan Am. 1969. Pan Am introduces the incredible, the largest, fastest, most comfortable plane in history, the Boeing 747 Superjet, the plane that's a ship, the ship that's a plane. First takeoff, December 1969, on the world's most experienced airline. Je me souviens qu'au début, ils n'avaient pas les moteurs qu'il fallait. Et surtout, il manquait de passagers pour remplir les appareils. Les premiers temps, ils circulaient aux 3/4 vides, tous les jours. Un avion de plus de 400 places, c'est très cher. Rien que le carburant pour le faire décoller coûtait une fortune. Le 747 entre en service à la veille du premier choc pétrolier et de la crise économique mondiale qui va suivre. Juan Trippe a fait un mauvais calcul. A spiral staircase, very plush. Hey, I think I've got it. It's a townhouse in New York, Maybe it's some kind of movie theater. Or some secluded... Les publicités promettent un voyage grand luxe, une vraie gageure à bord d'un avion de cette taille.
Du jour au lendemain, nous n'avions plus 16 ou 20 passagers de première classe à bord, comme sur le 707, mais 58. Il fallait se répartir les rôles. Qui travaille dans l'office? Comment se débrouiller pour servir plusieurs roast-beef en même temps? Ce nouvel appareil met la Pan Am en difficulté. En quelques années, la société accumule $1 milliard de dettes. Juan Trippe prend sa retraite. Pendant 4 décennies, il a piloté la Pan Am, épaulé par de vieux amis comme Charles Lindbergh. Il transmet à ses successeurs un héritage difficile. Le fondateur de la compagnie a toujours pris tous les risques et s'est rarement trompé. Mais avec le Jumbo Jet, il a pris une mauvaise décision. Comme un signe annonciateur de la chute à venir, en 1977, une collision entre 2 Boeing 747 sur la piste de Tenerife fait plus de 500 morts. Pendant plusieurs décennies, la presse a célébré les qualités de Juan Trippe. L'homme demeure pourtant une énigme pour les journalistes, y compris pour Robert Daly, qui l'a pourtant interviewé une 50aine de fois. C'était un des très grands de son époque, de n'importe quelle époque d'ailleurs. Mais il n'était pas d'un abord facile, notamment parce qu'il était d'un ennui mortel. Je trouvais ça fou qu'un homme qui avait accompli tant de choses soit aussi barbant en interview. Juan Trippe s'éteint le 3 avril 1981. L'heure est à la détente dans les relations internationales. Depuis le début des années 1970, les Allemands de l'Ouest peuvent se rendre à Berlin par voie terrestre en traversant la RDA. La filiale allemande de la Pan Am ne fait plus le plein de passagers. La compagnie s'aligne de plus en plus sur la stratégie de ses concurrents. Conquérir des marchés grâce à des prix accessibles. Reklame, das können Sie. Was will man schon erwarten? Bei den Preisen. Selbstgeschmierte Stullen und den Stewardessen beim Kaffeekochen helfen. Falls Sie überhaupt welche haben. Möchten Sie was zu trinken? Zu trinken, klar. Aber Rotwein. Und zwar französischen. Oh. Bitte sehr. Danke. Haben die wirklich? L'héliport de Manhattan, qui permettait un transfert rapide jusqu'à l'aéroport Kennedy, n'est plus utilisé. Pour les employés du siège, la crise qui s'annonce est palpable. C'était triste de travailler pour la Pan Am dans les années 1980. Ils ont vendu l'immeuble Pan Am, la chaîne d'hôtels, sans oublier le réseau Pacifique. Quelques années plus tard, on retrouve John Lutich, informaticien au service financier. On était aux premières loges pour savoir combien d'argent la Pan Am perdait tous les mois. Et ce n'était pas beau à voir. Dans les années 80, les pertes atteignaient environ $1 million par jour. Une sacrée somme à l'époque. Le pire reste à venir. Le 21 décembre 1988 à 18h25, le vol Pan Am 103 décolle de l'aéroport de Heathrow en direction de New York. À 19h02 et 47 secondes, le Boeing 747 disparaît des radars à la hauteur de Lockerbie, en Écosse. Il s'agit d'un attentat perpétré par des terroristes libyens. Tous les occupants de l'avion ainsi que 11 résidents de Lockerbie sont tués. 270 morts au total. La légende de la Pan Am est sérieusement écornée. J'étais au service des opérations quand on a appris que le vol Pan Am 103 avait disparu des radars.
Je travaillais dans le New Jersey. Quand on a appris la nouvelle, tout le monde s'est tu. On ne savait pas grand-chose. Je suis allée à JFK pour glaner des informations. Il y avait des journalistes partout là-bas. J'ai encore la chair de poule quand je repense à ses parents. Je suis moi-même mère. C'était si douloureux d'imaginer ce que ses parents traversaient. Les employés de la Pan Am ont toujours fièrement assumé d'incarner l'Amérique. Une cible idéale pour un attentat. Est-ce que cela risquait de se reproduire? On n'était pas rassuré de voler sur une compagnie aussi connue dans le monde entier. Pourtant, on était fiers de porter le drapeau américain sur la queue de nos avions, tout comme le logo de la compagnie. Et on y reste très attaché. Mais avec ces pertes abyssales, il était évident que la Pan Am ne pouvait pas perdurer. Les gens ne prenaient plus l'avion. Vers 1990, on avait compris que la compagnie allait sombrer. En 1991, la compagnie aérienne la plus prestigieuse de son temps, la Fierté de l'Amérique, cesse définitivement ses activités. Au Pan Am Lounge, à Berlin, les casiers du personnel sont toujours là. Et certains n'ont pas été ouverts depuis 3 décennies.